Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour l'ouverture de ces imaginaires du consentement. Je m'appelle Juliette Sanchez-Lambert, je suis formatrice à Sexe et Consentement et on est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Ella Monique et je suis cofondatrice de Sexe et Consentement. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Et nous sommes réunis aujourd'hui pour nous questionner sur la manière dont la fiction agit dans le réel par le biais de nos représentations. Plus particulièrement, nous allons nous interroger sur pourquoi l'absence de représentation du consentement explicite dans les récits dans lesquels nous nous projetons agit de manière réelle et concrète sur nos sexualités. Nous sommes ici ce matin pour nous questionner donc, sur l'absence de représentation du consentement explicite dans la production culturelle. Nos imaginaires impactent nos comportements, ça on le sait. Et si le consentement explicite n'est pas représenté, alors comment le pratiquer dans l'intimité ? À quoi ressembleraient au cinéma des scènes de sexe montrant une demande explicite de consentement ? Alors, nous sommes là pour réfléchir à comment remédier à cette absence de représentation et plus particulièrement à nous interroger sur quel est le rôle des artistes et des industries culturelles dans la reproduction de représentation de la culture du viol. La fiction peut-elle participer à promouvoir la culture du consentement dans les imaginaires ? Nous allons donc nous questionner sur les représentations des scripts sexuels et du consentement au cinéma, en littérature, au théâtre, dans les séries, etc. Ce sera également l'occasion de faire dialoguer actrices culturelles et actrices de la prévention pour nous demander comment l'université peut participer à promouvoir et à diffuser une culture du consentement explicite sur les campus. Je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous aux Imaginaires du consentement, des rencontres organisées par l'association Sexe et Consentement et accueillies par le Campus Condorcet. Et donc je souhaite chaleureusement remercier les équipes du Campus Condorcet qui nous accueillent dans ces murs, et plus particulièrement Jeanne Delarare et Louis Dassonville. Je voudrais également remercier Jean-Yves Roy qui est présent en régie, et surtout pour leur soutien le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc mesdames Pascal Bouraousni, Béatrice Noël et toute son équipe, notamment Élise Brunel et Julie Guerrero. Également, nous comptons sur le soutien de la CVEC du Crous de Paris et également de l'Université Paris 8. Alors, notamment à Paris 8, je voudrais remercier l'équipe de la Maison de l'étudiant, le laboratoire Fablit, notamment Lionel Ruffel, Sylvain Pathieu, grâce à qui nous avons obtenu le soutien de l'Institut universitaire de France pour ce colloque, et enfin la région Île-de-France. Et puis on a la chance aujourd'hui d'avoir donc un enregistrement des sessions réalisées par le pôle audiovisuel de Paris 8. On les remercie donc. En revanche, les sessions ne sont pas enregistrées en live, elles seront disponibles sur nos réseaux très prochainement pour que toutes les personnes qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui puissent y accéder. On sait que c'est une demande qui a été fortement exprimée. Alors, je suis particulièrement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui, eu égard au nécessaire report de ces rencontres l'an passé, pour une cause que l'on sait. Et l'actualité du sujet autour du consentement et la vivacité du débat politique durant l'année écoulée ont montré l'importance de créer des espaces de réflexion et de construction pour penser ensemble à quoi ressemblerait une culture du consentement explicite. Nous avons commencé à travailler sur la programmation de ces rencontres en novembre 2019. Ça fait un moment déjà, et depuis, les questionnements se sont diversifiés, et la littérature sur le sujet est foisonnante. On va donc se demander quels sont les moyens à notre disposition pour construire une culture du consentement émancipatrice et positive. Alors, commençons sans plus tarder. Juliette, c'est à toi. Et donc pour ce premier exercice, ce qu'on vous demande de faire, c'est tout simplement de dessiner une fille et un garçon. Donc on vous laisse faire ça. Et une fois que vous aurez dessiné
fait ce petit dessin. On vous invite à envoyer une photo au numéro WhatsApp que vous pouvez voir sur l'écran. Et si vous n'avez pas WhatsApp, c'est pas grave, vous pourrez aussi le partager avec votre voisine ou votre voisin si vous en avez envie. Donc on vous laisse prendre 1 minute pour faire ce petit dessin. Et ensuite, on vous expliquera pourquoi est-ce qu'on vous a demandé ça. Alors, on a reçu une photo. 3. Alors, on va peut-être déjà analyser les premières réponses. Tac, tac, tac. Une fille, un garçon. Quoi d'autre? Ah. Alors, pas mal. Ah, on a des... Ah, avec Paint. Innovation numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Alors, on salue vos talents de dessinatrice. Des triangles inversés, intéressant. Ça continue. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Ah, il y a des lettres. M, F. Encore une photo. Une autre photo. Une fille et un garçon. Est-ce que vous voulez encore avoir une petite opportunité? Je vous laisse encore 2 secondes le numéro de téléphone. Intéressant. Visiblement, il y a des personnes qui sont arrivées avec leur trousse de crayons colorés. Alors, des visages sans les corps, ok. Super. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci en tout cas à vous pour toutes vos contributions sur ce petit exercice. Et je laisse à Juliette le soin de poursuivre. Alors effectivement, on a vu différentes façons de les représenter, des façons peut-être moins genrées ou plus genrées. En tout cas, ce qu'on voulait signifier avec cet exercice, et notamment ici on a démontré des façons peut-être plus classiques de représenter une fille et un garçon. C'est vraiment pour signifier que les représentations qu'on se fait ont un impact aussi sur la façon dont on voit la réalité. Et donc, représenter une fille avec des cheveux ou un garçon sans cheveux ou avec moins de cheveux, c'est des représentations stéréotypées qui viennent forger nos manières de penser le monde. Donc, on veut vous poser une deuxième question. Alors qu'on se pose la question de la représentation des scènes de sexe au cinéma, est-ce qu'il vous vient ne serait-ce qu'un seul titre de film, de série ou autre, dans lequel vous identifiez un protagoniste demandant son consentement de manière explicite à son ou ses partenaires avant d'initier une activité sexuelle? S'il y a une idée qui vous vient à l'esprit, vous pouvez l'envoyer à notre petit numéro WhatsApp. Est-ce qu'on a quelques réponses? Sex education, sex education. Ah, il y a des personnes qui saison 3, pas les autres. Bon, visiblement, c'est pas foisonnant au regard du nombre de films créés durant tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle. Effectivement, une référence par rapport au nombre de personnes qu'il y a dans la salle, c'est quand même très parlant sur les différents imaginaires qui existent et auxquels on a accès à l'heure actuelle. Eh bien, de mon côté, j'ai éventuellement 1 ou 2 références en tête, mais lorsque j'ai commencé cette réflexion autour du consentement, je me suis rendu compte de la page blanche, en fait. De l'absence totale de représentation de ce que voulait dire le consentement explicite. Et je n'avais pas d'image, je ne voyais pas ce que ça voulait dire. Et je ne voyais pas non plus de métaphore, ou en tout cas de récits qui me venaient à l'esprit dans les livres que je lisais, dans les films que je voyais. Et donc, je vais poursuivre mon propos en vous partageant cette image qui me semble tout à fait illustrer le pourquoi de notre présence aujourd'hui. Alors, j'espère que vous la voyez bien.
je vous invite à la regarder. Alors, on y voit un enfant en culotte courte devant les portes d'un cinéma. Et sur l'affiche du film qu'il regarde, le corps d'une femme qui est coupé au niveau de l'épaule. On ne voit pas son visage, donc c'est pas moi qui ai croppé l'image, hein, c'est l'éditeur. Et donc un chevalier derrière elle part combattre un monde en flammes sur son destrier. Je vous lis la légende, donc sollicité par l'image, la couleur, la lumière, le rythme, le bruit, l'enfant d'aujourd'hui vit dans un univers sensuel qui favorise bien des prises de conscience précoces. Alors, cette image, elle vient d'où ? Cette image, elle vient d'un manuel édité par Hachette en 1973, qui s'appelle « Encyclopédie de la vie sexuelle, de la physiologie à la psychologie ». C'est un ouvrage destiné aux adolescents et adolescentes de 14 à 16 ans, parce qu'il y a toute une série pour tous les âges. Et pour les autrices de cet ouvrage, le cinéma participe à la reproduction des représentations. Il est le lieu de la construction de nos imaginaires, un lieu pour accéder au monde des adultes. Jusque-là, bon, d'accord. Et puis les autrices font référence aussi à la libération sexuelle post-68 et des bouleversements en matière de production culturelle que cette dernière a engendré. Et dans le cas présent, la fiction qui nous est présentée est celle d'un homme, chevalier des croisades, qui réalise des conquêtes. Le personnage féminin est dénudé et sans tête. C'est un corps sexualisé, objectifié, un corps que l'on voudrait sûrement disponible pour être conquis, entre guillemets. Alors, sur la page suivante de cet ouvrage, je ne voulais pas apporter, mais c'est vraiment une perle, on peut lire « Dans notre société, pour se prouver qu'il est un homme, l'adolescent n'a d'autre possibilité que la conquête de la femme. » Alors, je poursuis la lecture de l'ouvrage. Le flirt n'est pour lui, donc l'adolescent, qu'un compromis. Il l'oblige à limiter son désir, à se contenter de baisers et de caresses, alors que son besoin de dominer, son agressivité de mâle exigerait une victoire totale. Alors, les propos publiés dans cet ouvrage choquent à nos oreilles, et pourtant ils ne sont pas si vieux. On est en 1973. Et ce manuel, je l'ai trouvé chez ma grand-mère. Il a sans doute constitué une entrée en matière pour l'éducation à la sexualité de centaines d'adolescents post-68. Et j'imagine qu'elle avait voulu bien faire, qu'elle avait voulu informer ses enfants en matière de sexualité, avoir un support pour en parler. Et c'est ce dont elle disposait à l'époque. Donc ce manuel véhicule et renforce les stéréotypes de genre en allant jusqu'à légitimer implicitement les violences. Des hommes envahis par leurs désirs débordants et des femmes passives qui doivent répondre à l'impératif de plaire. Leurs désirs sont inexistants, mais en revanche, il est de la responsabilité de ces dernières de savoir exprimer la limite. Cette question de la représentation du désir des personnages féminins, nous l'aborderons avec Nina Faure, documentariste et enseignante, intervenante à l'université Paul Valéry, à Montpellier, pour la masterclass Consentement, corps et plaisir à l'écran, au travers d'une comparaison entre les séries Sex Education, que vous avez donc nommée, et Buffy contre les vampires, qui a baigné aussi les années 90 et 2000. Dans l'atelier de Louise Recoin et Mathilde Nabias, vous aurez l'occasion de réimaginer la figure d'Yvonne, princesse de Bourgogne, un texte classique du théâtre de Gombrowicz. Yvonne est silencieuse et les metteurs en scène se sont empressés d'effacer l'importance de ce personnage pourtant principal. Louise et Mathilde vous feront la démonstration qu'un personnage de théâtre qui ne dit mot ne consent pas, et pourtant ce n'est pas ce qu'ont voulu représenter un certain nombre de metteurs en scène qui ont interprété cette pièce. Mais alors revenons à notre ouvrage, parce qu'il est quand même très très intéressant. Il va sans dire que le manuel s'inscrit dans la reproduction de schémas hétéronormés. Je vous épargne les propos homophobes qui suivent. Et donc les masculinités toxiques sont conçues comme étant la norme, elles sont essentialisées. Et les représentations sexistes, racistes, validistes et en général non inclusives sont encore ancrées dans nos imaginaires aujourd'hui. Et pour éclairer cette image, rappelons à notre mémoire la définition de la culture du viol. C'est donc un ensemble de discours et de pratiques
qui tolère, minimise, banalise, voire encourage tout un continuum de violences sexuelles. Selon Rousseau, Bergeron et Ricci en 2020. On ne pourra que venir à la conclusion que ce manuel d'éducation sexuelle participe à la reproduction des stéréotypes sexistes et à la production de schémas issus de la culture du viol. Le flirt est conçu comme une mission en territoire ennemi, un lieu à conquérir avec une lance sur un destrier. Alors c'est vrai qu'on a eu ça dans les photos au départ sur le WhatsApp. L'issue du combat aboutit à la victoire ou à la victoire totale, c'est pour les citer. Donc obtenir le corps de cette femme en échange du combat. Donc comme je vous le disais, l'ouvrage normalise et essentialise la domination masculine, l'agressivité qui est associée. Et ces propos reproduisent la représentation de ce que Raewyn Connell appelle la masculinité hégémonique, banalisant les comportements toxiques et destructeurs. Et d'ailleurs, c'est avec Daniel Guinness, qui viendra nous parler de masculinité toxique. Alors, il ne viendra pas, il sera depuis les Pays-Bas pour cause de crise de Covid, mais vous aurez l'occasion de l'entendre pour parler du travail de Beyond Equality. Beyond Equality, c'est une organisation britannique qui organise des workshops dans les universités, sur tout le territoire. Et ce sont des hommes qui parlent aux hommes pour déconstruire les masculinités toxiques. Nous, la vérité, c'est qu'on est majoritairement des femmes à sexe et consentement et qu'on serait ravis de voir éclore une organisation similaire en France. On appelle à vos bonnes volontés. Et sur la question des masculinités toxiques, Florian Voros nous éclairera sur les fantasmes de domination des hommes à l'heure de consommer des films pornographiques ou la consommation culturelle en général. Alors, on revient à notre petit ouvrage. Donc peut-être que vous vous direz que l'ouvrage date de 1973 et que maintenant nos regards sont outillés de lunettes féministes qui nous permettent de prendre le recul nécessaire pour affirmer que cet ouvrage éducatif, publié par Hachette et qui a instruit des centaines, voire des milliers d'adolescentes et d'adolescents, est ancré dans son temps. Et probablement, nous avons fait beaucoup de progrès. Ou en tout cas, c'est ce qu'on veut croire ou on veut espérer. Donc on a une petite question pour vous. Est-ce que vous pourriez lever la main si on vous a parlé de consentement dans le cadre de l'éducation à la vie sexuelle et affective à l'école? 1, 2 personnes? Oui? Alors, cela n'a peut-être pas forcément de lien avec l'âge que vous avez. Je ne vais pas le présumer. Puisque nous, ce qu'on a réalisé dans les ateliers notamment qu'on organise avec des jeunes qui entrent tout juste à l'université, donc entre 16, 18, éventuellement 20 ans, ou des étudiants qui sont en master, étudiants-étudiantes, les résultats sont les mêmes. Donc dans une salle, en général, on n'a pas plus de 10% des étudiantes et étudiants, quand on leur pose la même question, qui nous disent qu'on leur a parlé de consentement à l'école dans le cadre de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Et donc ce mois-ci encore, nous étions avec les étudiantes et étudiants de l'IHEAL. Et le constat, c'était que le consentement explicite, c'est super, mais dans la vie pratique, de manière pratique, ça n'arrive pas. Alors vraiment, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut promouvoir une culture du consentement dans nos imaginaires en se rendant compte de ce manque-là? Et donc c'est vraiment la raison d'être de ces rencontres. Tout d'abord, c'est questionner la place de la fiction dans la production des comportements en matière de sexualité, interroger les voies possibles pour la construction de nouveaux imaginaires du consentement. Ces imaginaires qui, à leur tour, pourraient nourrir une éducation sexuelle positive où le consentement aurait une place centrale. Donc aujourd'hui, on croit sincèrement qu'on est dans un moment charnière. On voit des ouvrages... Donc on voit des ouvrages qui méritent encore d'être déconstruits et d'autres qui nous outillent pour le faire. Donc on pourrait n'en citer que quelques-uns, notamment des autrices francophones, comme Mona Chollet, qui fait l'actualité en ce moment avec Réinventer l'amour, Manon Garcia et La conversation des sexes, ou son précédent Céder n'est pas consentir, Catherine Lemagresse et son livre Les pièges du consentement,
ou encore la récente nouvelle traduction en français de Nos corps nous-mêmes, un ouvrage de 1977, et d'où nous aurons la chance d'avoir une des traductrices, Nina Faure, avec nous aujourd'hui. Le sujet est loin d'être nouveau. Ces ouvrages font vraiment écho à des générations de féministes qui ont parlé des questions de consentement, mais ce sujet revient sur le devant de la scène. Et nous, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis 2018-2019, où on a commencé à concevoir la programmation de ces rencontres, la problématique a vraiment explosé. Donc on vit dans un moment unique qui laisse la place à la création de nouveaux imaginaires. Et donc on vous invite à saisir ce moment. Mais avant de réinventer le consentement, il faut le réécrire. Il faut dire les violences, dire la diversité des expériences avant d'oser penser autre chose. Donc on continue avec une autre question, et ça vous pouvez y réfléchir pour vous-même. Quel était votre dessin animé ou conte préféré quand vous étiez enfant? Et comment le consentement y est-il dépeint ou pas? On vous donne une petite minute pour ça. Vous pouvez l'écrire dans votre carnet pour y réfléchir plus tard si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi échanger avec votre voisin ou voisine sur le sujet. Donc on veut mettre en lumière cette réflexion que vous avez, avec une citation de Vincent Engel, professeur de littérature à l'université de Louvain, qui nous dit « Le conte de fées est le successeur du récit mythologique. Il a une fonction d'apprentissage au monde, à sa violence, mais aussi de la sexualité. En réalité, les contes, et on pourrait rajouter les dessins animés également, sont des histoires qui traitent de ce à quoi on doit préparer les enfants. » Et quand on se prépare ou quand on lit adolescent des ensembles de récits, quand on écoute ces contes en étant enfant, on forge donc nos imaginaires. Et je voudrais appeler ici une citation de l'autrice nord-américaine Maggie Nelson, que j'apprécie beaucoup. Dans son ouvrage Les Argonautes aux éditions du Sous-sol, paru en 2018 en France, elle nous dit « Si petite fille, tu cherches des avant-goûts du sexe et que les seules options qui se présentent dépeignent le viol d'un enfant ou d'autres agressions, dont tous mes livres préférés de préadolescente, elle nomme Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Le clan de l'ours des cavernes de Jean Ahuel, Le monde selon Garp de John Irving. Les trois ouvrages cités ont en commun de mettre en récit la violence du viol et de ses protagonistes. Et elle poursuit avec le cinéma, tout comme quelques films cotés, comme Côté R01, donc c'est côté interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis, qu'on me permettait de regarder, elle cite Fame. Notamment avec la scène indélébile d'Irene Cara, à qui un photographe louche qui a promis de faire d'elle une star lui demande d'enlever sa chemise et de sucer son pouce. Alors ta sexualité va se construire autour de ça. Fermez la parenthèse. Pour outiller notre réflexion, nous devons comprendre la notion de script sexuel. Et il s'agit du scénario qui décrit comment devrait se dérouler un rapport sexuel, du début à la fin. Le concept a été introduit par le sociologue John Gagnon et William Simon dans leur publication de 1973. Et la notion de scénario sexuel nous permet de comprendre que l'activité sexuelle humaine est aussi une construction. Ce sont des interactions sociales apprises, des métaphores, des images collectives qui la façonnent. Donc plus généralement, lorsque l'on questionne la place de la fiction dans la construction des représentations, nous interrogeons le pouvoir d'action des scripts sexuels véhiculés par la production culturelle, donc leur pouvoir d'action sur les comportements dans le réel. Et cet après-midi, avec Barbara Craé, qui nous fait l'honneur d'être
en live, présente depuis Berlin. Elle est professeure émérite en psychologie à l'université de Potsdam. Elle développera plus en détail le rôle des scripts sexuels des adolescents exposés au porno violent. Elle nous expliquera comment être exposé à des images violentes produit aussi des comportements violents en normalisant des pratiques. Demain, Alexia Bouchery, docteur en sociologie de la sexualité, et Lydia Fener, sociologue, nous parleront de la représentation du consentement dans la fiction selon une perspective sociologique. La discussion sera modérée par Mathilde Nabias. Et donc, de poursuivre sur le programme, il y a deux autres concepts utiles pour notre réflexion. Ce sont les notions de male gaze et de female gaze au cinéma. Les représentations de la sexualité et du désir répondent à des codes sociaux et esthétiques. Le regard amoureux et désirant que le cinéma, la littérature, encore, montre bien souvent, c'est celui d'un homme cisgenre, hétérosexuel, blanc. Le regard posé sur le regard d'une femme passive offerte au regard masculin. Donc le concept de male gaze nous vient de Laura Mulvey, dans une publication de 1975 qui a été tardivement traduite en France, et dont Iris Bray a produit une nouvelle analyse avec son ouvrage Le regard féminin, une révolution à l'écran. Et vous aurez l'occasion d'explorer la notion de male gaze au cinéma dans l'atelier La fabrique de scénarios, interroger les biais sexistes par Muriel Pérez. Muriel Pérez est traductrice et fondatrice de Manivan Film. Et pendant ces 2 jours, nous prendrons le temps de réfléchir, d'expérimenter, d'ébaucher des nouveaux récits. Juliette le disait tout à l'heure, il y a une phase de transition qui consiste à la réécriture, comme la modification de personnages ou la modification d'un comportement ou de l'issue de l'histoire. Dans cet atelier, vous serez invités donc à inventer de nouvelles histoires en phase avec une vision plus égalitaire des sexualités. Et vous serez amenés à réécrire un extrait de scénario d'un film de Jacques Demy. Et écrire également des visions égalitaires des sexualités, ce sera l'objet de l'atelier Écrire pour se déconstruire de Mathilde Nabias, écrivaine et doctorante en théorie de l'art à l'Université de Marseille. Donc on continue avec notre réflexion sur les représentations du consentement, du désir et de la sexualité telles qu'elles existent aujourd'hui. Et un constat est clair, c'est que ces représentations invisibilisent les sexualités qu'on pourrait appeler non hégémoniques, ou en tout cas ce que la société veut nous dire. Donc les sexualités des personnes racisées, par exemple, des personnes LGBTQI+, personnes en situation de handicap. Une perspective intersectionnelle sur la question est donc indispensable afin d'assurer une représentation des sexualités dans leur diversité et de créer une éducation au consentement qui serait réellement inclusive, puisque à l'heure actuelle, on peut dire que ce n'est pas du tout le cas. Donc demain matin, vous aurez l'occasion d'écouter Deza Nguembok, qui est la fondatrice de ENH Lab, Léa Good, metteuse en scène, et Jocelyne Vess, médecin psychiatre, et qui vous parleront de sexualité, désir et consentement chez les personnes en situation de handicap, lors de la table ronde « Corps hors normes, corps vulnérables » modérée par Leila Yaker, journaliste. Alors, on vous propose de reprendre votre feuille et votre crayon. On va vous poser des petites questions de réflexion personnelle. Ça, c'est des questions qu'on pose notamment aux étudiants et aux étudiantes en atelier quand on parle de consentement. Comment est-ce que vous demandez ou vous demanderiez le consentement à votre partenaire? Donc, n'hésitez pas à l'écrire pour vous-même et vous pourrez y réfléchir dans les prochains jours et peut-être venir nourrir cette réflexion au cours de ces 2 jours qui arrivent. Donc, on vous laisse 30 secondes pour y réfléchir. Est-ce que dans votre réflexion, vous demandez le consentement de manière explicite? Quels mots vous utilisez? Alors bien souvent, avec les étudiants et les étudiantes avec lesquels on interréagit, c'est la page blanche. Donc on nous dit, ça se passe par les silences, le regard, c'est implicite. Ça se passe comme ça et puis c'est tout. Alors ce qu'on propose ensuite comme autre question, qui peut-être un petit peu plus facile, c'est comment est-ce que vous aimeriez qu'on vous demande votre consentement, ou comment est-ce que vous aimez
qu'on vous demande votre consentement. Donc là encore, vous pouvez prendre 30 secondes pour y réfléchir. Et encore une fois, peut-être que ces imaginaires seront l'occasion de venir compléter ces façons auxquelles vous pensez, notamment sur la façon dont vous aimeriez qu'on vous demande votre consentement. Alors à Sexe et Consentement, nous sommes persuadés qu'il est urgent d'enrichir notre vocabulaire pour demander le consentement de manière explicite. De travailler non seulement sur la représentation, mais aussi sur le langage. Et c'est d'ailleurs pourquoi les étudiantes du Master de création littéraire de Paris 8 se sont penchées sur la question. Et vous pourrez écouter mardi après-midi en avant-première au stand d'écoute des microfictions écrites et mises en podcast par les étudiantes du Master sur la question du consentement. Et tout comme on peut jouer avec les mots, on peut aussi jouer avec des jeux de table pour parler de consentement. Et vous pourrez rencontrer Claire Vimont, créatrice de Sexploration, un jeu de table sur le consentement, et Marie Tremblay, animatrice chez Desclic avec le jeu C'est du cul. Et si nous pensons qu'inventer de nouveaux vocabulaires et d'innover en matière de langage, c'est important, nous pensons aussi qu'il est fondamental de mobiliser le corps quand on parle de consentement. Et ce sera l'objectif de l'atelier Gestualité du consentement, mouvement, proposition, réponse, expérimenter le dialogue avec Brenda Boudbidal, qui est chorégraphe, et Clotilde Miroff, metteuse en scène et professeure de tango. Quand on parle de questions intimes, de situations parfois violentes, il est plus facile de passer par la métaphore ou par la mise en scène. Et donc c'est l'objectif de Consentiment, une pièce de théâtre qui sera présentée ce soir. C'est une création collective de théâtre-danse par Brenda Boudbidal, Clotilde Miroff et moi-même. Une pièce produite par notre structure Sexe et Consentement. Donc cet événement, vous l'avez sûrement compris, on l'a conçu comme un laboratoire pour penser des dispositifs innovants et inspirants d'éducation au consentement. Les pratiques documentées et la recherche-action sont encore à leur balbutiement sur le sujet. Et donc nous pensons très utile d'avoir recours à l'expérience d'un voisin européen notamment. Et donc c'est pourquoi vous aurez l'occasion d'avoir une perspective néerlandaise notamment sur la construction d'une culture du respect sur les campus dans l'atelier Boundaries, Communication and Consent par Gabriella Thompson de Our Body, Our Voice, qui est un collectif basé aux Pays-Bas. Et puis pour parler d'éducation au consentement, il nous a semblé absolument fondamental de convoquer les acteurs et actrices historiques de ce travail, comme par exemple le planning familial, mais aussi des créatrices de contenu qui œuvrent pour faire passer des messages sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, ou encore Slash TV, la chaîne numérique de France Télévisions. Donc vous retrouverez autour de la table ronde intitulée « Écrire le futur de l'éducation sexuelle, place au consentement », Diane Saint-Réquier de Sexy Souci, Caroline Réby, coprésidente du planning familial, Elvire Duvel-Charles, cofondatrice de Clit Révolution. Une discussion qui sera modérée par Anaïs Bouicha, et ce sera demain après-midi. Et d'ailleurs, c'est pour que la notion de consentement soit mieux comprise et enseignée que nous avons créé, enfin moi je ne l'ai pas créé, c'est Ella et Éléonore qui est au premier rang, qui ont créé Sexe et Consentement, moi j'ai rejoint Sexe et Consentement. Donc aujourd'hui, on forme une équipe pluridisciplinaire de 15 consultantes et consultants experts-expertes. Sexologues, psychologues, médecins psychiatres, chercheuses en éducation, juristes, et spécialistes de l'égalité, metteuses en scène, écrivaines, chorégraphes, créatrices sonores. Cela nous a permis notamment à cette rentrée 2021 de former en un mois plus de 1800 étudiantes et étudiants. Nous sommes donc, merci, nous sommes une organisation de prévention et notre approche est principalement basée sur les arts et le dialogue. Donc nous pensons que dans l'enseignement supérieur et la recherche, il faut passer de la sensibilisation à l'éducation au consentement. Et en mettant en place des actions systématiques à destination des étudiants et des étudiantes à leur arrivée, mais aussi des nouveaux personnels administratifs, enseignants, chercheurs, chercheuses, etc. Pour nous, l'éducation, et pas que nous, il y a d'autres personnes aussi, on espère que pour vous aussi, l'éducation
au consentement est fondamentale dans le parcours de vie étudiant. C'est pour ça que nous avons publié au cours de l'été 2021 12 propositions pour promouvoir une culture du consentement dans l'enseignement supérieur et la recherche. Car s'il y a un lieu où que l'on pense être porteur de changement sociétal pour les générations à venir, c'est vraiment l'université. Et donc c'est pour ça que nous avons aussi convoqué les acteurs, actrices de l'enseignement supérieur. On veut vraiment se poser la question, comment est-ce que l'université peut se saisir de ce moment historique ? Moment historique, on a vraiment l'opportunité de créer de nouveaux imaginaires du consentement pour changer ses pratiques et être le fer de lance de la promotion d'une culture du consentement explicite sur les campus. On va venir sur les chiffres des violences. On ne pourrait pas s'en passer dans l'introduction de ces imaginaires, de ces rencontres, et qui viennent vraiment rappeler l'urgence d'agir à l'heure actuelle. Premier chiffre, 63%, c'est le nombre de femmes qui disent avoir subi ou été témoins de violences physiques ou sexuelles sur leur campus. Et 10% disent avoir été victimes d'agressions sexuelles. Donc c'est un chiffre qui est issu de la recherche de Colline Briquet, qui est présente ici. Une étude qui avait été commandée par Femmes Ingénieurs. Un deuxième chiffre, parmi les agressions entre étudiants et étudiantes sur les campus, 50% ont lieu dans la période des 3 mois qui suivent leur entrée à l'université. Donc cette fenêtre de 3 mois, elle est absolument nécessaire pour pouvoir espérer faire une prévention adéquate et prévenir les violences. Et cette période, elle est appelée la zone rouge, sur base d'une étude de Krebs en 2007 au Canada. Il nous a semblé donc important de convier les actrices de la prévention dans le milieu universitaire pour mieux travailler en écosystème et mieux dialoguer. Et donc vous écouterez ce matin les actrices de la prévention des violences sexistes et sexuelles sur les campus lors de la table ronde éduquée au consentement sur les campus avec Juliette Verdeuil de la cellule Cassis d'AgroParisTech, Inès Girard de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur, Mathilde Neuville, présidente de Consentis, Hugo Kiefer du Bureau national des élèves ingénieurs, le BNEI, et Colline Briquet, co-référente égalité femmes-hommes à l'IESEG, et également membre de VSS Formation. La discussion sera modérée par Sophie Bénard, journaliste. Donc, les politiques de prévention des violences sexistes et sexuelles sont évidemment pilotées au national par le ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation et de la Recherche. Le ministère nous fait l'honneur d'être présent ici aujourd'hui. Et c'est Élise Brunel, chargée de mission égalité des sexes et études de genre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation, qui nous parlera du rôle de l'université et des institutions de recherche pour promouvoir une culture du consentement. Et nous appelons de nos vœux à la création de chaires de recherche pour l'évaluation des politiques de prévention sur les campus. Enfin, nous clôturerons ces 2 jours par le lancement de la pétition Pas de consentement, pas de sexe, portée par Éléonore Nouel au sein de Sexe et Consentement. Parce que nous pensons que nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour créer une culture du consentement explicite, que nous avons toutes et tous un travail à faire pour déconstruire nos représentations. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour accompagner le regard, ou plutôt pour accompagner le changement du regard social sur les violences sexuelles. Victimes, agresseurs, complices, complaisants ou témoins actifs, on est tous à un moment donné dans l'une de ces catégories. Et étant donné l'ampleur des violences, nous avons tous un pourcentage de chance et non négligeable de nous retrouver dans l'une ou l'autre de ces positions. Donc c'est vraiment la question centrale qui va nous occuper, comment promouvoir une culture du consentement explicite. Et je voudrais terminer par les mots de Maggie Nelson, décidément une écrivaine que j'aime beaucoup, dans Les Argonautes, qui nous dit « Ce que nous détestons dans la fiction, du moins dans la mauvaise fiction, c'est qu'elle se targue de fournir l'occasion de penser à des problèmes complexes. Mais au fond, elle a programmé les positions et présente un récit plein de faux choix auxquels elle t'attache assez pour que tu ne vois plus autre chose, que tu ne puisses plus en sortir. »
C'est donc cela le défi, sortir, modifier nos regards au travers de nouvelles visions, de nouvelles créations pour nous détacher des pièges et des stéréotypes qui hantent nos imaginaires. Place à l'invention de nouvelles représentations, place à l'acculturation pour la culture du consentement, dans laquelle le consentement explicite et enthousiaste est la norme et où on ne se sent pas gêné de demander à l'autre si il ou elle veut aller plus loin, ou encore qu'on ne se sente pas offusqué si l'un ou l'autre dit non. Que ces journées soient riches d'enseignements, je vais laisser la parole à Élise Brunel, chargée de mission égalité et recherche sur le genre au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Et de nouveau, merci au Mesri pour sa présence et son soutien à notre organisation. Élise, c'est à vous.